Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Avant tout, prenons le sommaire. Bonne nouvelle pour la population d'Mbandaka qui voit la ville se doter d'une nouvelle université grâce à l'implication de la Fondation Ouidal. Mettre de côté les antivaleurs et se battre contre le tribalisme, stoppe le développement dans la province du Kasaï central et les messages lancés à la population par le président de l'Assemblée provinciale, Patrice Aimé Sanga. Le président de la République a dirigé à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine le vendredi la 53e réunion du Conseil des ministres. En dehors de points inscrits habituellement à l'ordre du jour, l'état des lieux des préparatifs des Jeux de la francophonie en RDC et les risques de l'augmentation des prix des produits pétroliers dont l'approvisionnement à la pompe à l'ouest du pays figurait parmi les points ajoutés à la discussion de cette 53e réunion. Suivez un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Le président de la République a annoncé au Conseil des ministres que les nouveaux juges qui ont été récemment nommés à la Cour constitutionnelle prêteront dans les jours qui viennent leur serment conformément à l'article 10 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. À cet effet, le Conseil des ministres a chargé le Premier ministre de prendre, ainsi que le ministre en charge des relations avec le Parlement, toutes les dispositions pour que le protocole d'État organise correctement la cérémonie de cette prestation des serments qui doit intervenir dans les jours prochains. 2. Ratification de l'accord sur la ZLECAf. Le chef de l'État a relevé à l'attention du Conseil des ministres que depuis la signature de l'accord portant création de la ZLECAf, à savoir zone de libre-échange continentale africaine, dont l'importance pour le développement et l'intégration régionale n'est plus à démontrer, notre pays n'a toujours pas ratifié le dit accord. Ainsi, étant donné que le projet de loi de ratification a déjà été transmis au Parlement par le gouvernement, le ministre en charge des relations avec le Parlement a été responsabilisé pour le suivi de ce dossier afin qu'il soit examiné et adopté au cours de la présente session parlementaire. 3. Préparatifs de 9e Jeux de la francophonie attribués à la République démocratique du Congo. Dans la perspective de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en 2022 par la République démocratique du Congo, il est ressorti à l'issue de la réunion que le président de la République a présidé le jeudi 15 octobre 2020 et à laquelle ont pris part le Premier ministre et les ministres sectoriels impliqués, la nécessité d'accélérer les préparatifs d'organisation des 10 Jeux, et ce, pour permettre à notre pays d'être en règle par rapport aux engagements pris pour abriter ces Jeux. À cet effet, le ministre des Finances a été chargé d'ordonnancer les dépenses relatives pour permettre au Comité national de ces Jeux d'entrer en possession de ces moyens d'action. Enfin, pour permettre à l'ensemble du gouvernement et au président de la République de suivre l'évolution des préparatifs de ces Jeux, il a été décidé que le ministre d'État en charge de la coopération internationale et président du Comité national des Jeux présente à dater de ce jour, à titre d'information et à chaque réunion du Conseil des ministres, un rapport sur l'état d'avancement de ces préparatifs. La population du Kasaï central, ça a été dit dans le sommaire, invitée à bannir les antivaleurs ainsi que les tribalismes pour le développement de cette province. L'appel est du président de l'Assemblée provinciale, Patrice Aimé Sanga.
Autre point concerné par cet appel, la suite réservée à la commission chargée de récupérer les biens meubles et immeubles de l'État. L'audience accordée aux députés et provinciaux, les dossiers des limites entre le Kasaï et le Kasaï central au sujet des Bakwa Kenga. Retrouvons notre correspondant sur place, Soleil Toumba Moufika, qui nous fait l'économie de tous ces points. Abordant d'abord le premier point, Patrice Aimé Sesanga, président de l'organe délibérant du Kasaï central, a rejeté la dotation d'un véhicule par le gouvernement provincial afin que ces derniers soient réaffectés au service de provenance et parle d'une autodestruction. Pour nous jeter avec eux dans l'opprobre, on a affecté un de ce véhicule-là à l'Assemblée provinciale. J'étais absent, mais je viens de répondre que l'Assemblée provinciale que je dirige n'en a point besoin. Elle refuse de cautionner la pratique d'autodestruction de la province. Pour lui, l'audience l'air accordée par le chef de l'État a produit plusieurs fruits tels que... Aujourd'hui, liant l'acte à la parole, Crête 7 est de retour sur la route Kananga-Kalambambouche. L'OVD s'occupe déjà des érosions dans la ville de Kananga. Foner est venu en délégation dans notre province et le projet Tchilégeno s'ajoute. S'agissant du dossier de la tenue des forums sur la paix, attribuant ainsi Bakwankenge au Kasaï, Patrice Aimé Sesanga dit noir sur blanc que son institution n'était pas associée aux discussions d'avant sur ces dossiers. La préparation de cette conférence s'est déroulée depuis plus de 2 mois entre le pouvoir central et l'exécutif provincial, sans la participation de notre Assemblée provinciale. Pourtant, l'Assemblée provinciale du Kasaï était associée. Les députés provinciaux ont été traités de tous les mots, alors qu'ils sont irresponsables de la situation, même de la décision qui a été annoncée par l'Institut géographique. Il a ainsi saisi cette opportunité pour lancer un message fort de lutte contre le tribalisme qui monte en puissance au Kasaï central. L'émission Vérité en toute liberté de ce dimanche 18 octobre 2020 à 19h sur Antenne reçoit le député national Albert Fabrice Pouela, élu de Matadi. La crise institutionnelle qui bat son plein dans le Congo central était au centre des débats. Suivez un extrait de cette émission. Moi, je sais que le président de l'Assemblée provinciale, c'est le docteur Anatole Matussila, jusqu'à preuve du contraire. Et il est là depuis les débuts de cette législature. J'ai appris qu'il y aurait un groupe de députés qui... Un groupe pour toute l'Assemblée provinciale? Non. 25 sur 25? Non, l'Assemblée provinciale du Congo central a 41 membres, même si c'était un groupe de 41 personnes. Je pense que les sociétés modernes sont régies par des textes, par des lois. On peut ne pas être député provincial pour comprendre, et d'ailleurs c'est dit dans les règlements intérieurs, il n'y a que le président de cette institution qui peut convoquer une plénière de l'Assemblée provinciale et présider. À son absence, c'est le vice-président. Mais vous imaginez une plénière qui est convoquée par les rapporteurs adjoints et présidée par un rapporteur qui a déjà perdu son mandat parce qu'ayant quitté délibérément son parti politique. Alors, lorsque c'est assis devant des irrégularités de ce genre, d'une source amère on ne peut avoir de l'eau douce. Donc pour moi, je pense que c'est un putsch qui a été orchestré au niveau du Congo central, et en tant que juriste, en tant que serviteur du peuple élu de la ville de Matadi, au nom du peuple Congo épris de paix, de justice, nous ne reconnaissons pas cette élection de cette équipe dont vous parlez.
Rendons-nous à présent carrément dans le Congo central pour prendre le point de vue de notre correspondant sur place à Matadi, Carlis Kalwangila. Il va nous parler justement de cette crise institutionnelle qui bat son plein là-bas dans le Congo central. Carlis Kalwangila est déjà en ligne. Bonsoir Carlis Kalwangila. Bonsoir James Katamba. Oui, Carlis, dites-nous un tout petit peu, est-ce que la destitution du président et vice-président ainsi que l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui ont eu lieu il y a pas longtemps, est-ce qu'elles ont respecté, il faut le dire, la procédure en vigueur? Oui, James Katamba, en fait, je dirais non. Pourquoi? Parce que malgré la majorité de 25 députés provinciaux sur 41 députés au total qui composent cette institution, les dispositions de l'article 30 et 31 de leur règlement intérieur ont été violées, il faut qu'on se les dise, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne comprend pas la personne qui a convoqué et présidé toutes ces plénières. Certains laissent attendre qu'il s'agit du rapporteur adjoint, alors que celui-ci n'a pas qualité au regard du règlement intérieur. Pire encore, le 2 PV de la déchéance et d'élection toujours indisponibles après 2 semaines. Dans toutes ces plénières, il a été remarqué aussi la présence d'un député du parti politique ACO, déjà invalidé à la suite de sa démission à son sein depuis le mois de décembre de l'année passée. Bref, il y a trop d'irrégularité dans cette élection, s'il faut qu'on se les dise. Oui, Carlis, alors, mais dites-nous, comment résoudre finalement cette crise qui perdure? Oui, effectivement. Bon, moi je pense que l'état des droits doit vraiment s'appliquer au travers du respect des textes légaux régissant notre pays, et que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, intervienne pour arrêter l'hémorragie, ou soit pour arrêter cette crise et qui continue à battre son plein dans la province du Congo central. Voilà, merci. Merci Carlis Kalwangila depuis Matadi. Bonne soirée à toi et surtout bon week-end. Le plaisir était pour moi, James Katamba. Bonsoir et bon week-end à vous aussi. D'une province à une autre, la RDC compte une nouvelle université. Il s'agit de l'université Ouidal du Congo, UWC en sigle. Elle est installée à Bokungu, à Mbandaka, et bientôt on l'installera également à Kinshasa. La cérémonie d'installation officielle a eu lieu les jeudis à Mbandaka. Les détails avec notre correspondant sur place, José Mazao Soukouma. Une nouvelle naissance au sein des universités de la ville de Mbandaka, l'université Ouidal du Congo, USC, est implantée à Bokungu, à Mbandaka et bientôt à Kinshasa. L'USC est l'œuvre du sénateur Guy Luando, dont les débits effectifs des inscriptions pour l'année académique 2020-2021 étaient lancés ce jeudi 15 octobre par les représentants du gouverneur de province de l'Équateur, les ministres provinciaux de l'EPST, et cela au sein des Ouidal School Les Perroquets. Le campus de Mbandaka organise des filières suivantes: sciences de santé, sciences agricoles et vétérinaires, sciences environnementales et développement durable, informatique, politique et stratégie de développement durable, dont la prélicence, la psychologie et sciences de l'éducation, construction et travaux publics, sciences appliquées, arts et métiers, lettres et sciences humaines, les droits, les sciences commerciales et financières. À cela, le recteur de cette université, professeur Dr Giscard Luando, a indiqué que son institution a répondu à toutes les normes internationales requises. À cet effet, il demande à tous ceux qui veulent affronter l'une de ces filières de se faire inscrire. La grande ambition d'être, dans les 10 ans qui viennent, être compté parmi les meilleures universités africaines, et après 20 ans, être compté parmi les meilleures universités du monde. Et pour cela, nous serons très modernes de telle sorte que nous allons commencer à organiser l'enseignement à distance, nous allons commencer et encourager même la mobilité des enseignants et des étudiants. Une page noire dans ce journal. Décédé le 27 août à Liège, en Belgique, l'homme du rythme Kavacha, Abelobi Ngikerm, dit Merijo, a été conduit en sa dernière demeure à Nécropole les jeudis
15 octobre 2020. Un reportage Papi Katassi et Henri Noël Boutavoka. Décédé le 28 août dernier à Liège en Belgique et provisoirement enterré sur place, c'est le mercredi 7 octobre de l'année en cours que le corps sans vie de Belobi Ngekereme alias Merijo, grand batteur de l'orchestre Ezaïko Langalanga, a été rapatrié à Kinshasa pour les obsèques dignes de son rang. Merijo a été le précurseur du rythme et du drum au sein de l'orchestre Ezaïko Langalanga, au point qu'on les surnomma Machine Yakauka. Belobi intégra Zaïko Langalanga en 1971. C'est le jeudi 15 octobre 2020 qu'a eu lieu la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est en présence de sa famille biologique, professionnelle et des autorités politiques administratives de la ville représentées par le vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu. L'artiste ne meurt pas. Nos pensées vont à l'endroit de son épouse, ses enfants et ses proches à qui la ville adresse encore une fois de plus ses condoléances le plus attristées. La ville reste très sensible à la demande formulée par la famille de l'immortalisé en baptisant l'île des riz de Kaouka en son nom ou par l'érection d'un monument. Du Cinquantenaire, le cortège a pris la direction de la place Victoire, dite place des artistes, où Merijo aura désormais sa plaque floquée de son nom. Pour avoir énormément contribué à l'essor de la musique congolaise, l'artiste Belobi Ngekereme a été décoré à titre posthume de la médaille d'or des mérites des arts, sciences et des lettres. Ensuite, une messe de suffrage a été organisée à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. C'est un nécropole en lancélé qui reposera à jamais et pour l'éternité Machine Yakauka. Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. À la suite d'une réforme constitutionnelle contestée, nous sommes là en international, le président guinéen Alpha Condé s'est offert la possibilité de briguer un troisième mandat. Le dimanche 18 octobre, près de 5,4 millions d'électeurs seront appelés à voter dans un contexte de tensions et de difficultés économiques profondes. Suivez le mode d'emploi de cette présidentielle en Guinée-Conakry avec nos confrères de TV5 Monde. 12 candidats, un climat politique explosif. La Guinée vote ce dimanche 18 octobre, premier tour de l'élection présidentielle. 12 candidats donc, mais comme les deux précédentes présidentielles en 2010 et 2015, celle-ci devrait se résumer à un face-à-face entre le président sortant, Alpha Condé, 82 ans, au pouvoir depuis 10 ans, et le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, 68 ans. Deux hommes que tout oppose. Alpha Condé a la politique dans le sang depuis toujours, la prison, l'exil et de solides amitiés au sein de la gauche française. Il rêvait de devenir le Mandela d'Afrique de l'Ouest. Cellou Dalein Diallo, lui, est un économiste, ancien haut fonctionnaire. Il est entré en politique en 1996, 10 ans au gouvernement, sous Lansana Conté, dont 18 mois Premier ministre. Depuis, il dirige l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, un parti libéral. Parmi les 10 autres candidats, 2 femmes, Makale Traoré et Makale Camara, toutes deux anciennement proches d'Alpha Condé. 2 autres candidats ont eux aussi travaillé avec le président sortant. La présidentielle de ce 18 octobre est boycottée par la société civile et par une grande partie de l'opposition. En cause, la candidature d'Alpha Condé. Le président sortant a déjà fait 2 mandats et pour ses adversaires, la Constitution lui interdit de se représenter. Mais du côté du président, on explique que la nouvelle Constitution, adoptée par référendum en mars dernier, a remis les compteurs à zéro. En clair, Alpha Condé peut repartir pour 2 mandats de 6 ans, désormais. Ce débat autour de la Constitution a pourri le climat politique en Guinée au cours des derniers mois. Il y a eu de nombreuses manifestations à l'appel du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Début octobre, l'ONG Amnesty International a estimé que la répression de ces manifs avait fait au moins 50 morts. Autre sujet de discorde, le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des Guinéens autorisés à voter. Ce fichier a été révisé en juillet dernier, la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, l'a validé, mais le FNDC considère qu'il a été falsifié pour avantager le président sortant. De son côté, Cellou Dalein Diallo, malgré sa candidature, estime qu'il faut s'attendre à des fraudes massives ce dimanche, d'autant que ni l'Union européenne, ni l'ONU, ni encore l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ne vont déployer d'observateurs. Il y a 10 jours, enfin, l'ONU s'est inquiétée de la situation en Guinée. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a évoqué une situation extrêmement dangereuse. Elle redoute
de nouvelles violences intercommunautaires. Alpha Condé, Malinké, Selou Dalin Diallo et Peul, le vote communautaire est une donnée prépondérante dans les élections en Guinée. Annoncé mercredi par le président de la République française, Emmanuel Macron, le confinement nocturne frappe dès ce samedi les habitants de l'Île-de-France et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble. Des précisions dans ce reportage de France 24. Dès l'entrée en vigueur du couvre-feu, les Champs-Élysées se sont vidés de leurs passants en une trentaine de minutes. La mesure semble relativement respectée, même si certains jeunes rechignent à écourter leur soirée. Donc là, on est censé rentrer à la maison. Bon, ben on va rentrer à la maison du coup. Sur les champs, c'est un peu vide, ça fait bizarre, mais sinon, on va pas tarder à rentrer quand même. Ouais. Alors, on profite du dernier jour parce qu'on sait que c'est aujourd'hui. Mais sinon, les prochains jours, ça sera 21h maximum, donc on va pas sortir. On va respecter, on ne va pas d'amende. Maximum. Et la police veille au grain. Pas d'amende pour les contrevenants pour l'heure, mais un travail de prévention pour expliquer aux Français l'utilité du couvre-feu, avant de commencer à verbaliser à partir de samedi à 21h. En cas de non-respect du couvre-feu, une contravention de 135 € est prévue. Si pour les autorités, cette nouvelle restriction permettra d'éviter un reconfinement, ici certains doutent de son utilité. Dans les écoles, dans les lycées et tout le monde est rassemblé. Ça n'empêche pas que le corona il est toujours là, quoi. Je pense que c'est inutile, puisque le Covid il circule toujours, qu'il soit à minuit, 1h du matin ou 6h. Donc en fait, il faut qu'on apprenne à vivre avec, tout simplement. Quelques 20 millions d'habitants sont concernés par ce couvre-feu. Il est instauré à Paris et sa région, ainsi que dans 8 autres métropoles, pendant au moins 4 semaines. En cas de feu vert du Parlement, il pourrait être prolongé jusqu'au 1er décembre. En international, on est à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle aux USA et de ce côté-là, la campagne électorale bat son plein entre Donald Trump, les républicains, et Joe Biden, les démocrates. Et ici, dans le journal du samedi, on scrute petit à petit cette élection au fur et à mesure qu'on avance. Et cette date fatidique du 4 novembre, et pour nous amener petitement dans cette élection, on recourt à la dextérité et les analyses de notre confrère Freddy Montieri, qui est à Atlanta, en Géorgie, là-bas aux États-Unis. C'est lui en tout cas qui nous aide petit à petit à pénétrer cette élection. Il est encore avec nous ce soir en ligne à partir d'Atlanta. Freddy Montieri, bonsoir. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir James Katamboa et bonsoir à tous les amis d'Antena branchés en ce moment sur la chaîne de référence. Ils sont d'ailleurs parsemés à travers le monde. Merci de m'avoir, James. Alors, je viens de dire, là, on a atteint, il faut le dire, les derniers virages, avant la dernière ligne droite. Maintenant, à la présidentielle américaine, les deux candidats sont en train de jouer leur dernière carte, comme on dit. Ils battent, il faut le dire, leurs jokers. Trump, de son côté, a lancé la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Son audition a d'ailleurs eu lieu au Sénat cette semaine et cela a été qualifié d'invraisemblable par la plupart d'analystes. Alors, Freddy Montieri, dites-nous un tout petit peu, expliquez-nous un tout petit peu pourquoi Donald Trump tient absolument à cette juge. Quels sont les enjeux qui se jouent autour de cette juge? Dites-nous un tout petit peu, Freddy Montieri. Exactement, James Katamboa. C'est la situation ici aux États-Unis d'Amérique. Je le rappelle, c'est vraiment la dernière ligne droite, comme tu l'as dit, et c'est aussi et surtout le dernier virage où tout est permis et tout doit être mis sur la table pour convaincre les différents votants, ceux qui iront bien sûr aux urnes. Ce vendredi, Donald Trump et Joe Biden étaient en face à face, mais à des lieux différents. C'était à la même heure, 20h, heure des États-Unis d'Amérique.
heure d'Atlanta aussi. Donald Trump était du côté de NBC, la chaîne qui a une tendance démocrate. Il a accepté d'aller faire face aux journalistes, entre guillemets, démocrates, pour répondre aux questions, bien sûr, de la journaliste et aussi du public ou des citoyens américains. Et Joe Biden, lui, était à la même heure sur ABC à faire répondre aussi aux questions, ce qu'on appelle les town hall. Donc, c'est une autre manière de pouvoir converser directement avec la population, avec les électeurs, de les convaincre et répondre avec beaucoup de détails, cette fois-là, aux questions de cette population, de ces électeurs qui sont un peu plus confus, surtout par rapport à la crise actuelle du coronavirus, et surtout aussi, il faut ajouter, la crise économique qui bat son plein ici aux États-Unis d'Amérique. Les entreprises sont en train de fermer, les petites et moyennes entreprises qui ne se retrouvent pas, qui d'ailleurs ne reviennent même pas. Donc tout cela mis ensemble était très important pour que ces candidats puissent s'exprimer. En fait, pour la première partie, c'était pour dresser le tableau de ce qui se passe ou de ce qui s'est ce week-end. Mais maintenant, pour répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que Donald Trump est en train de faire passer rapidement la juge Barrett pour être retenue au niveau de la haute cour, la question, elle est très simple. C'est vraiment au niveau des intérêts politiques et d'agenda. Donald Trump voudrait bien faire passer la juge qui a 7 enfants avec 2 enfants noirs d'origine haïtienne qu'elle a donc adopté. C'est déjà un message pour ce qui concerne le racisme. C'était une parenthèse que je referme. Mais maintenant, pourquoi cette juge doit passer avant les élections? Parce que Donald Trump, bien faire partir des Affordable Care Act. The Affordable Care Act est tout simplement une loi que Obama et Joe Biden, lorsqu'ils étaient encore au pouvoir pendant leurs 2 mandats, avaient mis pour les citoyens américains à ce qui concerne l'assurance maladie. Donc une assurance où que la population puisse être en mesure de se payer une assurance qui soit abordable. C'est pourquoi on parle d'Affordable Care Act. Et Donald Trump a toujours été contre cela. Il s'est toujours battu depuis qu'il a commencé son mandat afin de faire partir cet Affordable Care Act ou cette assurance maladie qu'il trouve être comme du vol auprès des Américains. Il veut proposer autre chose. Donc c'est un agenda qu'il est en train de mettre au devant de la scène. Et il faut quitter cette étape maintenant pour prendre aussi d'autres mesures, notamment au niveau d'abortion, comme pour dire de l'avortement, voilà, je dis ça en anglais, et d'autres points que le républicain voudrait bien pousser avant, bien sûr, la fin du mandat de Donald Trump, au cas où il n'est passé pas pour un second mandat. Alors Freddy, les sondages, jusqu'à présent, il faut le dire, que les sondages placent Joe Biden en tête de la course à la Maison-Blanche. Penses-tu ou est-ce que pour vous, Joe Biden peut conserver cette avance avec l'arrivée de cette juge? Est-ce que Joe Biden peut conserver cette avance, Freddy Monterrey? Très belle question, James Katamboa. C'est le cas de le dire en ce moment. Pour ce qui concerne le sondage, en tout cas, Joe Biden se conforte avec 12% de quart ou d'avance sur Donald Trump. C'est pratiquement le même scénario qu'il y a eu à l'époque, en 2016, lorsque Donald Trump était face à Hillary Clinton. Hillary Clinton avait une avance de plus de 10% et que tout le monde pensait que c'était elle qui sera la prochaine, on va pas dire première dame, mais présidente de la République pour cette institution, président de la République aux États-Unis d'Amérique. Mais on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était plus au niveau de la popularité. Elle a réussi à battre Donald Trump dans le vote populaire. Or, le vote aux États-Unis ne dépend pas du vote populaire seulement, mais plutôt des grands électeurs. Et les grands électeurs, généralement, sont dans les swing states, pour la majeure partie. Dans ces swing states-là, ce sont des États qui n'ont pas de couleur politique, républicain ou démocrate. Mais au moment où nous parlons, d'abord au niveau du confort sur les plans de finances, Joe Biden vient de faire 383 millions de dollars américains seulement pour le mois de septembre dernier. Donc, il se reconforte en tout cas. Et à part cela, il faudra ajouter que dans le swing state, par rapport au sondage, il a une avance de plus de 6, 7, 8% sur Donald Trump. Voilà pourquoi vous allez remarquer que malgré la maladie, malgré cette pandémie de coronavirus sur Donald Trump et sur plusieurs autres de ses proches de la Maison-Blanche, Donald Trump s'est réveillé comme une personne qui est en train de se battre bec et ongle pour saisir cette opportunité de ne pas rester loin de la course, parce que Joe Biden est en train de mener
et dans le swing state, et au niveau des finances, mais aussi au niveau de la popularité. À l'allure où vont les choses, James Katambwa, je ne peux pas douter en tout cas de la victoire de Joe Biden, surtout face à la crise économique qui bat son plein ici aux États-Unis d'Amérique, face à la gestion du coronavirus. Donald Trump n'était pas à la hauteur. Il y a plusieurs autres démarches au niveau bien sûr politique pour le faire descendre, notamment pour les élections de 2016 où on parle de plus de 10 millions de donations qui n'ont pas suivi la voie normale, la voie officielle, et tout cela pèse sur Donald Trump. Je pense que il y a encore de fortes chances que Joe Biden puisse battre Donald Trump, mais comme vous le savez, tu l'as dit à votre émission, que le dernier virage va pouvoir nous donner plus de détails, mais nous serons là pour pouvoir vous donner donc le point, vous faire le point, je veux dire, de cette bataille entre Donald Trump et Joe Biden. Merci Freddy Montiri, merci de tout cœur et à la prochaine. Merci beaucoup James Katambwa et merci à toute la grande équipe d'Antena. J'aime bien parler de l'équipe rédactionnelle mais aussi de l'équipe technique qui ont tout fait pour que ce live se passe dans des très bonnes conditions. Nous vous remercions pour cela et nous allons penser aussi à tous les téléspectateurs d'Antena, la chaîne de référence depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Je veux dire quoi, excellent week-end à vous, puisse Dieu valeur, peace and love. Fin de cette session d'information. Prenons le rappel des titres. Bonne nouvelle pour la population d'Mbandaka qui voit la ville se doter d'une nouvelle université grâce à l'implication de la Fondation Ouidal. Mettre de côté les antivaleurs et se battre contre le tribalisme, stocker le développement dans la province du Kasaï central et les messages lancés à la population par le président de l'Assemblée provinciale, Patrice Aimé Sanga. Léonard Moemeri était à la réalisation. À ce côté, il avait Patrick Borel Mukendi comme chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Excellent week-end à toutes et à tous.